Donc, on va quand même vite fait rappeler qui vous êtes, messieurs, parce que tout le monde n'était peut-être pas là. Là, on est plus de 4 millions ce soir, mais tout le monde n'était peut-être pas là au premier live. Bonsoir Paris. Donc voilà, présentez-vous en 2 mots, peut-être faire un petit pitch autour de Kelnet, qu'est-ce que c'est Kelnet et pourquoi c'est super. Yann, du coup, je suis chef de projet chez Kelnet au même titre que Rémi à ma droite. On travaille tous les deux pour Kelnet, on est éditeur logiciel et du coup, on a 2 applications distinctes dans l'appli. Une GED d'un côté, voilà, une GED où on va pouvoir gérer toute la partie documentaire, les révisions, s'assurer que c'est la bonne version qui est bien diffusée, bien signée, etc. L'approbation, la révision, personnaliser toutes les étapes de signature. Une GED, voilà. Et une deuxième partie qui nous permet de dématérialiser nos processus. Donc là, après, c'est comme une boîte de Lego, on part d'une feuille blanche, donc ça peut être des réclas, des change control, des CAPA, des demandes de congés, des bons de commande, on peut vraiment... Le questionnaire de satisfaction de la cantine. Par exemple, on est un peu tout terrain, donc on ne fait pas que des process qualité. Et c'est du no-code. Effectivement, tout le paramétrage peut se faire par les personnes qui ne connaissent pas le code informatique, sans aucun problème, et ils sont en mesure de créer et faire évoluer leur processus, du moins le reflet de leur processus en formulaire, de façon tout à fait autonome. Alors c'est ça qui nous a, entre guillemets, séduit quand on avait... parce qu'on le dit à chaque fois, mais nous, on n'est pas partenaire avec des gens si on n'y croit pas, quoi. Donc là, comme on croit dans le produit, c'est parce que ce qui nous a paru sympa, c'est le fait d'avoir un accompagnement qui est hyper personnalisé, qui est très personnalisé au début du projet, mais qu'après, en gros, on a un peu les clés du camion, et qu'avec ces briques de Lego, si on veut ajouter quelque chose dans son workflow, ajouter une étape supplémentaire, on dit un email, un truc, quelque chose, une info en plus, une branche finalement au processus, eh ben on n'a pas besoin d'appeler X, Y, Z, de se reprendre pour 6 mois de projet, etc. Et puis les délais des projets aussi qui globalement, pour avoir causé un peu avec des gens de Kelnet, dans la pharma, pour installer une gestion, voilà, c'est pas un ERP, mais pour installer une GED, pour installer des gestions de processus comme ça, les projets c'est rare qu'ils durent 3 mois, quoi. Tout compris. 3 mois, c'est du jamais vu. On est plutôt sur une GED, faut tout requalifier, faut migrer les documents, faut savoir ce qu'on veut. C'est quoi, c'est 12-18 mois plutôt classique? On a l'exemple du plutôt 8 mois, ouais. 8 mois, j'en ai un en tête là où on a commencé fin juin, on a déployé en début janvier, donc ça c'est pas mal ça. Avec la double partie GED, DIN et de la VSI. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ouais, c'est pas trop, non. Mais en fait, c'est rien. Il y a peu de fonctionnalités dans une GED. Ouais. Tu vois. Ouais, oui. 8 mois, c'est énorme. Pour un truc qui est hyper standard, en fait, gérer un document. Et on l'a vu sur des grosses boîtes, même 12-18 mois sur de la GED, c'est classique. Hein. Et là où je me dis, il y a quand même un truc qui marche pas, quoi. Bah, c'est peut-être qu'on en fait trop d'un côté, ou voilà. Mais donc voilà, c'est ça que... Comment ? Ou pas le bon fournisseur. Ou pas le bon fournisseur, ou trop de VSI, pas assez de VSI, ou alors pas assez de gens sur le projet d'un côté ou de l'autre. Il peut se passer... on va en parler justement. Ouais. Parce que finalement, autour de ce qu'on va se dire, c'est aussi quelles sont un peu les clés d'un bon partenariat entre éditeurs et clients pour avoir un projet qui se passe bien. C'est un peu ça, donc le fond de l'affaire finalement, quoi. Donc voilà, nos amis de chez Kelnet. Et nous avons Antoine Vino. Rappelle quand même, Antoine Vino, vite fait, qui tu es. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? Et Antoine Vino, qu'est-ce qu'il fait ? Antoine Vino, il s'est lancé comme un grand au mois de juin tout seul, à son compte, pour accompagner les entreprises, les petites, les grandes, à essayer de faire un peu de validation de système, faire un peu de data integrity, mais avec une approche pragmatique, en essayant d'être au juste besoin en fait. Parce que voilà, mes expériences précédentes me montrent que on sait faire, les entreprises savent faire, mais il y a quand même matière à améliorer les choses. Et puis il y a besoin parfois de quelques accompagnements, pas longtemps, pas trop, juste pour débloquer des situations, apporter un peu de contenu pragmatique, et puis on avance, quoi. Voilà. Bah oui. C'est ce que je me fixe comme objectif. Voilà. Donc le pragmatisme aussi, c'est pour ça qu'on l'aime bien notre Antoine Vidéo. On ne s'entoure que des gens qu'on aime bien, nous, de toute façon. Et Nour qui nous dit, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, des projets en parallèle, donc des ressources pas dédiées, c'est un des points clés. Hein. Un des clés du problème. Hein. Ah oui. Mais ça, c'est quand on a déjà fait le projet. Ah oui. Parce que nous, on recommence dès le début, on va repartir depuis le début. Il va falloir choisir son fournisseur de logiciels. L'éditeur, même si c'est un éditeur d'un logiciel, d'un soft qui va être installé sur des PC, c'est avant tout, au sens BPF, au sens pharma du terme, c'est un fournisseur. Un fournisseur de services comme pourrait l'être un fournisseur de matières premières ou autre. Alors forcément, vous n'allez pas livrer du sucre, mais néanmoins, vous êtes un fournisseur qui est du coup soumis à ce que doit être un fournisseur dans la pharma. On a un besoin d'un produit, par exemple une GED ou pas, et faut qu'on initie un projet au sein de notre entreprise avec un budget, avec tout ce qui va bien, etc. Et puis qu'on commence à essayer de savoir à qui on s'adresse, quoi. Donc comment on fait ? C'est-à-dire qu'il faut choisir ce fournisseur. Et pour savoir quel est le meilleur, on va faire les audits. Alors, en tout cas, des pré-audits, ou voilà. Il peut y avoir différentes phases dans l'audit, on va dire. Voilà, il y a différents critères pour sélectionner son fournisseur, aussi en fonction de la criticité, ça va faire un peu écho à ceux qui m'ont vu en César. En fonction de ce que va faire le système et des données qu'on veut gérer, on va peut-être ajuster le niveau au bon niveau,
Est-ce qu'on a besoin d'aller faire un audit avant? Est-ce qu'il faut qu'on exprime des URS hyper précises? Voilà, il faut se poser les bonnes questions. Là, en tout cas, on exprime notre besoin, on a un besoin qui est exprimé, on le soumet à plusieurs fournisseurs, voilà, et en parallèle, on se dit, bah quand même, la JET, c'est quand même hyper structurant, si on se foire, on est mal parti pour quelques années, donc on va en même temps pousser un peu le bouchon plus loin et puis aller faire un petit audit avec quelques questions pour essayer de s'assurer que notre fournisseur il a quand même un bon niveau qualité, de relations clients, etc., qu'on parte bien dès le départ. Donc on va se lancer dans un petit audit postal pour commencer en phase de sélection des fournisseurs. C'est pas trop consommateur de temps, on prépare notre questionnaire, on lui laisse 3 semaines. Qu'est-ce qu'on va demander dans ce genre d'audit postal? Qu'est-ce qui t'intéresse pour Antoine en tant que client de cet éditeur pour dire tiens je vais aller chez Kelnet ou aller ailleurs? Alors il y a plein de questions qu'on peut poser, ça va aller de questions organisationnelles à des questions hyper techniques sur comment vous gérez, j'en sais rien, vos règles de codage quoi. Par exemple, il y a des règles, je dirais, admises dans la communauté que vous connaissez certainement mieux que moi, et ça fait partie des points qui sont importants et sur lesquels il faut être vigilant aussi quand on fait appel à un fournisseur, parce que s'il gère son code comme de la crotte, bah, il sera peut-être moins réactif quand il y aura besoin de faire des modifs, des corrections, des évolutions, des choses comme ça. Donc ça fait partie, voilà, il y a de l'organisation, mais il n'y a pas que ça, il y a la relation client, il y a les procédures en interne, est-ce qu'ils sont robustes, les ressources, les compétences, il y a plein de questions à se poser. Donc on va essayer de se lancer sur un audit et on va se lancer, voilà, quelques questions sur votre structure chez Kelnet, par exemple, comme si vous receviez un audit postal. Okay. L'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu quels sont les critères qu'on pourra essayer d'aller chercher pour choisir le bon. Si on commence très simple, je vais juste vous demander, moi, comment vous êtes organisé en termes de structure qualité dans l'entreprise, en termes de certification, en termes d'équipe comme ça, un peu grosse maille. Alors, Kelnet est certifié ISO 9001 déjà, c'est la première chose. Le renouvellement a eu lieu très récemment. Alors, oui, du coup, bravo. Félicitations, Nadia. Pas fait exprès, mais oui, bravo, Nadia. Côté conception et développement, du moins, donc on suit une méthode agile, on a une méthode Scrum, du coup, avec des bonnes pratiques évidemment de codage, etc. Des testeurs certifiés qui vont pouvoir vérifier le code par la suite, enfin vérifier le fonctionnement de tout ça. Et puis nous-mêmes, du coup, on a des chefs de projet qui sont Prince 2, voilà, un certain nombre de certifications. Avec des procédures écrites sur la gestion de projet, on mène de la même façon, on est 5 chefs de projet chez Kelnet, on mène les projets de la même façon, c'est-à-dire dans la même temporalité, en tout cas en termes d'étapes. On forme par exemple à la fin. Certifié Calliope au passage en parlant de formation. Bien sûr. Ok, donc en termes d'organisation, vous avez une équipe, des équipes qualité, du coup vous êtes certifié. On est organisé en processus en fait, ouais, c'est ça. On est tous en processus. Donc nous on est le processus relation client, il y a le processus concevoir, processus développer, le processus commercial, direction. Très bien organisé. Et d'un point de vue formation, on va dire théorique ou background pour les chefs de projet, aussi vous nous avez dit à la fois que vous aviez des backgrounds qualité, ça aussi c'est important. Ouais, parce que du coup c'est vrai que si vous allez sur une gestion de workflow qui n'a rien à voir avec la qualité, peut-être que c'est pas important, mais là on parle d'industrie pharma, même ce serait quand même plutôt intéressant. Mais là faites quand même gaffe que les gens à qui vous allez acheter le logiciel, ils vous parlent le même langage et qu'ils savent à peu près de quoi ça va causer. C'est plus facile si vous allez digitaliser un process déviation, change control, CAPA, que sais-je, réclamation, si les gens en face l'ont déjà fait ou savent à peu près de quoi ça parle. On parle le même langage, on gagne un temps fou. C'est ça, des projets. Oui, c'est important. En fait, nous, on n'est pas informaticien. On a beau travailler chez un éditeur logiciel, on n'est pas informaticien. On est bien foutu d'écrire 2 lignes de code. C'est pas du tout notre truc. Mais par contre, effectivement, on a tous un background dans la qualité ou qualité sécurité environnement. Enfin, et on a tous été recrutés suite à ça aussi. C'est souvent mon intro d'ailleurs en formation. Je rassure les gens, je dis vous inquiétez pas, ça va pas être une formation technique. On est entre nous. On voit tout le monde ça rassure. On va parler le même langage, donc ça c'est. Puis ça assure une petite légitimité aussi de dire vous allez pas débarquer sur un truc que vous connaissez pas et c'est juste la technique dont on va parler. Enfin, c'est important. Et puis ça veut dire aussi que potentiellement vous êtes aussi force de proposition. Souvent, vous pouvez conseiller le client sur les choix qu'il aurait fait et lui dire ça c'est peut-être pas le meilleur, je peux vous proposer ça ou ça. Et ça permet aussi des fois de comprendre ce qu'il y a derrière la demande. Parce que des fois, en fait, il y a des choses qui vont être très spécifiques dans les demandes, qui vont répondre à un problème qu'ils ont. Et en fait, des fois, quand on comprend le problème, on a une autre solution qui est des fois plus simple et des fois plus directe. Ça, c'est excellent. C'est toute la richesse de notre boulot et c'est pour ça qu'on l'aime tant, je pense. C'est pour ça qu'on l'aime tant. C'est excellent ce que tu dis parce que c'est exactement la règle de base quand on exprime un besoin, c'est de ne pas exprimer une solution. On exprime un besoin. Qu'est-ce qu'on veut faire au bout du compte? Et c'est plutôt l'éditeur et le fournisseur qui est censé vous apporter la solution. D'accord? C'est souvent le biais qu'on a quand il y a des URS qui sont mal rédigés. C'est vrai pour les systèmes comme pour un équipement, comme pour quoi que ce soit. On se dit, je veux absolument acheter ce grille-pain parce que j'ai envie de griller du pain et qu'en fait, c'est pas du tout ce que vous avez besoin. Il faut exprimer les fonctionnalités ou les spécifications fonctionnelles avant de vouloir absolument la dernière de chez telle marque, quoi. Et ce qui est intéressant, en parlant d'URS, on en parlera un peu plus tard, mais on a eu tout type de projet avec des URS très bien écrites au préalable avant le projet, qui ont été un peu modifiées pendant le projet. J'ai eu aussi un projet VSI où il n'y avait pas d'URS au début.
Donc on a travaillé un peu pour les créer de manière commune. Calme-toi. Non, mais on a un peu Plus tout, rien mais ne du me coup surprend. c'est assez sympa. Ouais. On a eu tous les cas de figure en termes d'URS, soit rien du tout, soit le full URS complète et ils ont été modifiés un peu plus tard, donc c'est intéressant, mais je pense qu'on aura Les l'occasion. choses, effectivement, entre les deux aussi. Exactement, ouais. Question qu'on a souvent, mais alors du coup, il faut lire un peu entre les lignes, mais est-ce que vos produits sont certifiés 21 CFR Part 11? Est-ce que ça vous parle? Sur la gestion des enregistrements et de la signature électronique, c'est le texte. C'est les normes FDA, réglementaire ouais, est-ce que américain, vous- FDA, voilà. ouais. Oui, tout à fait. Alors, il y a des clients ont pu certifier l'outil, donc voilà. Donc, Oui. effectivement, on a tout un système d'audit trail, notamment, donc Ça fait partie. voilà, qui va permettre de suivre qui a fait quoi, quand, etc. Des systèmes qui permettent de faire de la réauthentification, notamment pour les signatures de certaines étapes, celles qu'on choisit, hein, en l'occurrence, c'est pas... Et donc, effectivement, jamais eu de problème dessus. Non. Non, mais mais voilà, c'est- les audit trails et ces trucs-là, ça reste des trucs, je le dis pour les gens qui nous regardent, c'est maintenant, c'est même plus négociable. Oui. Et il faut que ce soit des audit trails qui soient adaptés. On pourrait faire un live entrée sur comment paramétrer son audit trail et faire des revues d'audit trail, mais voilà, faut que le truc soit facile d'accès, que ce soit interprétable, que ce soit pas juste des 3000 lignes de code aussi ou des lignes d'alarme qu'on comprend rien. Donc voilà, tout ça c'est important. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on fait évoluer l'outil, comme le disait Rémi, on travaille en méthode Scrum qui nous permet d'être hyper agile. Est-ce que tu peux définir ce que c'est comme Houston Scrum? Ouais, alors c'est... Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a des problèmes gastriques. Ouais, hein, c'est- voilà. alors- Non, mais en 2 mots, parce que En gros, pour un noob comme moi, tu vois. Nos développeurs ne lâchent jamais rien et on sort une mise à jour toutes les 2 semaines. C'est beau. Bien sûr, l'idée c'est de ne pas se mettre à jour toutes les 2 semaines, mais ce qui nous permet d'être hyper réactifs sur la correction de bugs, sur notamment aussi l'arrivée de nouvelles fonctionnalités. Et ça nous est arrivé de faire évoluer l'outil, notamment pour des clients pharma. J'ai 2-3 fonctionnalités en tête comme ça qui ont été créées spécifiquement pour la pharma, notamment sur la GED, qui n'existaient pas dans l'appli et qui existent maintenant en standard, donc qui sont disponibles après pour tous les clients. Donc voilà, ça nous permet d'être agile sur l'évolution de l'outil pour répondre à des besoins qu'on ne connaissait pas avant qui arrivent, et on constate que c'est hyper important pour notamment le domaine pharma. Il faut quand même savoir, et là je vais titiller volontairement, hein, mais c'est qu'une application, un système, une solution qu'en fait trop, c'est pas non plus forcément la bonne réponse, parce que le client il veut peut-être un truc hyper simple, hyper minimaliste, et puis vous allez peut-être lui fournir une solution qui fait 50% de plus que ce qu'il voudrait. Ça veut dire que les 50% de plus, il va devoir les valider. Et il n'avait pas forcément envie de les valider et de les utiliser. Ouais, c'est vrai ça. Et ouais, le trop est l'ennemi du bien. Alors, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. En fait, notre application, on a le socle applicatif, et ensuite, on peut vraiment construire en briques comme un peu des Lego, c'est ce qu'on disait la fois dernière sur le live. Autant sur la GED que sur l'autre partie. Autant sur la GED que sur la partie des maths de processus, et on insiste beaucoup sur le fait de ne pas tomber dans le piège de l'usine à gaz, en fait. Il faut rester toujours très simple, parce que ce qui est simple à créer est simple à utiliser, simple à maintenir, etc. Donc voilà, on est super vigilant là-dessus pendant la phase projet. Nours a raison, si on peut bloquer les fonctionnalités via la matrice des accès, etc., par exemple, tu iras on peut-être l'a valider pas, qu'un on n'a bout de peut-être ton pas besoin de valider. Par contre, C'est c'est vrai. toujours un risque que dans la démarche de validation, ça complexifie Bien quand sûr. même. Voilà. C'est important. Cette partie collecte de besoins, elle est quand même hyper structurante pour après aussi. Et le client se met à jour aussi quand il veut. On n'impose pas les mises Oui, à il jour. t'impose pas de faire une mise à jour tous les 15 jours. Non, c'est- pas du tout. voilà, bien sûr. Après, si la matrice de traçage est bien faite, ils peuvent bien constater le périmètre qui est impacté par la mise à jour, par la release, et du coup taper que sur les aspects critiques de cette mise à Bien jour. sûr. Donc voilà, donc on a un scope qui est bien défini. Ouais. Ce qui veut dire que ok, il faut aussi que le client il ait bien défini son scope, parce que sinon l'éditeur, comme on disait, c'est un partenariat. Oui. Quand on va faire l'audit, qu'on dit en fait moi j'aimerais bien un truc qui me fasse papa, maman, tonton. Là ça va être peut-être un peu compliqué. Donc, le QRS, mais après tout, pourquoi pas? pourquoi pas s'il n'a pas de réponse à ses URS parce que les fournisseurs savent pas faire, il va se poser des questions sur son URS. Mince, personne ne me répond. Mon truc il doit être trop compliqué. Je suis à côté de la plaque. C'est possible. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça, c'est aussi peut-être à l'auditeur de le dire, peut-être à un moment donné. Tu sais, si on dit j'ai envie que le truc fasse tout, tu dis peut-être nous peut-être on sait pas faire, mais je suis peut-être pas sûr qu'il y ait grand monde qui sache faire. C'est ça. C'est ça. Il nous est arrivé d'avoir des bonnes grilles Excel d'URS où on nous a sollicité pour dire on peut pas, on peut faire. Donc on est aussi Avec des choses souvent très spécifiques, justement, Ouais. pour revenir à ce que tu disais tout à La l'heure. bonne Ouais, pratique, ouais. c'est plutôt d'arriver à rédiger des URS en mettant ce qui est vraiment une exigence réglementaire. Là, souvent, c'est assez généraliste, donc les fournisseurs peuvent répondre. Et puis, ce qui est un peu du must-have, ce qu'on aimerait bien avoir, mais si on ne l'a pas, c'est pas une obligation, on peut s'en passer. Et là, c'est plus facile d'avoir des réponses et de rentrer dans un échange avec les fournisseurs quand même. C'est bien priorisé en général. Ouais. Oui. Ces choses-là. Autre question du coup qu'on peut poser comme ça, on dit de poster à la distance. Est-ce que vous avez, du coup, j'imagine des procédures qualité puisque vous êtes certifié ISO Bien sûr. 9001, des procédures liées à la gestion de projet pour donner un peu confiance dans
dans votre travail, dans votre façon de travailler, dans vos pratiques? Bien sûr. D'ailleurs, tout est documenté dans notre GED. Vous utilisez vous-même. Eh oui, Ah non, bah, on a un autre. On bosse avec un Non, concurrent. ça serait dommage. Ouais, ça serait dommage. Donc vous êtes vos premiers testeurs, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais en plus, pour le coup, Tu le crois pas si bien. oui, c'est parce que littéralement, parce qu'en fait, les premiers mis à jour, évidemment, c'est nous-mêmes. Et ça fait partie, alors évidemment, quand ça sort, c'est déjà testé, etc. Mais bon, il y a encore une couche là-dessus, c'est que on met notre intranet à jour systématiquement tous les 15 jours. Donc en fait, on est confronté directement au logiciel. Et puis Voilà. l'équipe de conception nous lance des campagnes de textes internes et du coup ils nous mettent aussi ils nous mettent un peu ils nous demandent de tester avant que les mises à jour sortent, etc. sur les grosses exploratoire fonctionnalités. texte. Exactement. Ouais. Et alors une petite question comme ça, parce que je sais que dans l'industrie pharma, des fois les processus sont un peu lourds. Je dis processus, quel gros mot. Comment dire? Les procédures, non. Je sais pas comment le dire. Bon bref, les organisations sont un peu lourdes parfois et la validation de systèmes informatisés, ça fait peur. Les gens, certains savent faire, mais c'est de la gestion de projet, il y a du budget à gérer, et c'est ça qui est souvent un peu compliqué. Et du coup, on a peur de la charge de travail, de la charge de documentation, de tout ce qu'il va y avoir à faire, les plans de test, les analyses de risque, etc. Est-ce que vous arrivez déjà, vous, avec déjà un bagage de la documentation des choses, de la validation que vous avez fait chez vous, des choses comme ça? Oui, parce qu'en fait, on a effectivement plusieurs choses. Évidemment, on a la documentation du logiciel. C'est vrai qu'on l'a pas forcément précisé, mais ce qu'on vend, c'est un socle standard. Donc en fait, c'est ça qui est mis à jour tous les 15 jours pour que ce soit parfaitement précis. Et effectivement, donc il y a une mise à jour de la documentation, mais il y a surtout, on fournit un kit de validation, notamment pour la pharma, donc qui reprend toutes les fonctionnalités finalement de l'application, de manière à pouvoir, avec un encodage spécifique, etc. Donc Marie pourrait mieux parler de ce truc spécifiquement là. Mais voilà, l'idée c'est que c'est quelque chose qui est maintenu à jour, donc à chaque fois qu'un sprint sort, on a les nouvelles fonctionnalités, s'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées, de manière à ce que le client puisse prendre cette grille-là pour construire finalement ses tests, avoir la liste exhaustive de toutes les fonctionnalités qui sont testables par lui. Donc vos spécifications fonctionnelles, en fait. Les Ouais, spécifications exactement. qui sont réellement, pour le coup, la réponse aux URS. C'est-à-dire que le client demande, exprime un besoin. La réponse que fait le fournisseur, c'est les spécifications fonctionnelles. Et ça, vous avez du coup... Et pour chaque release, on a également le compte rendu de la release et comme ça les La clients, release note. la release note et le client c'est exactement ce qu'on a touché ou ce qu'on a corrigé sur. Ils peuvent même faire s'ils veulent une fourchette entre la mise à jour temps et temps pour voir tout ce qui est impacté. Et c'est à ce moment-là du coup qu'ils comparent avec la matrice de traçable pour voir s'ils doivent repartir sur une validation, quel niveau de test, etc. C'est quelque chose d'hyper transparent puisqu'en fait on a les évolutions, on a les corrections aussi d'anomalies. On a également pour chaque sprint les anomalies qui existent et qui ne sont pas encore corrigées. Donc même ça, on a cette information-là. D'accord, ok, ouais. Donc voilà, tout ce qui est spec, on l'a. Et après, sur le côté boîte de Lego, donc tout ce qui est fine-tuning, on est en mesure aussi de livrer juste avant la mise en prod, une fois que le paramétrage est figé, est validé, ce qu'on appelle un dossier de paramétrage qui permet en fait de recenser l'ensemble du paramétrage Lego, fine-tuning qui a été fait. Qui a été fait. Et ça, on le livre au client qui est ensuite maître de sa gestion. Ouais. C'est une partie des specs, quoi. Ouais, exactement. Qui sont plus fines, on va dire. On n'est pas sur le socle, mais on est vraiment sur le paramétrage fin. Le paramétrage adapté vraiment au client. C'est ça, c'est vraiment du paramétrage fin. Ce qui est important, c'est ce qu'on va livrer, en tout cas dans le dossier de paramétrage, c'est l'état de l'art quand on finit le projet. Puisque derrière, vu que le paramétrage était à la main du client, c'est à lui après de faire. Oui, après ça évolue. Après, on donne les clés du camion. Il y a une question technique sur le SaaS ou l'installation chez le client de Nours, là. Ça faisait partie de tes questions, peut-être, non? Ouais, on l'a ça. C'est des sujets qu'on va aborder, mais on peut l'aborder maintenant. Ça peut être lié, par exemple, au produit, parce que c'est vrai que dans l'audit postal, on peut très bien demander ou avoir exprimé que la solution soit en SaaS ou on-premise. Donc, le fournisseur peut être amené à répondre, à dire, nous, on peut faire l'un ou l'autre ou les deux. Alors, du coup, concernant vos solutions... on peut faire l'un ou l'autre ou les deux. L'un ou l'autre ou les deux. C'est quoi les avantages et inconvénients Là, je vous le pose à tous les trois quelque part, parce que je sais que la pharma Moi, j'y connais rien. aime... si tu as fait un peu de pharma quand même, toi. Non, mais je sais que la pharma préfère avoir des trucs installés chez soi, parce que si c'est dans le cloud, on sait pas comment c'est maîtrisé. Est-ce que c'est les ricains, les russes, les machins? C'est un peu historique, ça, j'ai l'impression. J'en fais des caisses volontairement, parce que je pense que c'est plus vraiment le cas. Non. Et du coup, maintenant, je pense qu'il y a moyen de sécuriser très très bien des solutions SaaS. Ouais. Donc en gros, c'est hébergé ailleurs que chez le client, soit c'est hébergé dans les murs du client sur des serveurs qui sont sur le site. Voilà. C'est quoi un peu les avantages et inconvénients des deux? Qu'est-ce que Antoine et vous deux, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez là de ce truc-là? Sans en faire Moi, bien, je vois beaucoup d'avantages au SaaS. Je suis pas forcément mieux placé pour parler du on-prem.
Non pas que, enfin, c'est même pas une histoire qu'on le vend, c'est juste, je vois bien l'avantage, même pour le client du SaaS, Ouais. c'est que bah, du coup, toute l'infrastructure, Et géré par nous. elle est gérée même, oui, enfin, en tout cas, elle est externalisée, ce Mm. qui fait que déjà, bah, ça allège vachement la charge de la gestion informatique côté client, en fait, en réalité. Ouais, carrément. Le maintien, le maintien des serveurs, l'augmentation des capacités si nécessaire, etc. Tout ça, ça se gère de façon très simple. Maintenant, on sait où sont les données, parce qu'en fait, en l'occurrence, si on voit avec notre partenaire, donc chez qui on installe les solutions, donc pour la partie SaaS, les données, elles sont stockées en France sur des serveurs. Oui, c'est ça, on peut le ISO on peut le démontrer, entre 27001, guillemets, quoi. avec des boucles de redondance, etc. Donc, ce qui permet de fiabiliser, même en termes de PCA, PRA. Un truc etc. un peu éthique aussi, où c'est que le truc va pas être vendu Ah, au premier russe venu ou au premier américain. Ça je veut sais dire pas quoi. qu'il faut et c'est là aussi un contrat entre l'hébergeur, Bien sûr. l'éditeur C'est ce qu'on a, et ouais, puis tout à fait. le client pour garantir justement toutes ces règles-là en termes de Bien sûr. sauvegarde, de délai de traitement, combien de temps vous avez si vous avez un incident, si on a un problème, etc. Tout ça, c'est à Tout ça, contractualiser. c'est évidemment En fait, contractualisé. c'est des contractualisé, contraintes qu'il y a ouais. dans le SaaS en fait. Oui. La différence, c'est quand tu sous-traites, du coup, il faut que tu contractualises toute ta gestion de service derrière. Et je pense qu'il faut augmenter aussi la confiance qu'on a dans notre fournisseur ou dans notre hébergeur parce qu'il a nos données, il a tout. Données sensibles. On-premise, c'est c'est différent. On a tendance à se reposer sur notre système, sur notre département informatique. Ils sont bons, ils sont pas bons. Peu importe, c'est leur responsabilité et c'est toujours plus facile de décrocher son téléphone avec le directeur et lui dire écoute, c'est le bordel là, débloque le truc, et il va mettre un coup de collier et puis ça va marcher. On peut pas faire ça avec Non, le SaaS, ouais. enfin, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, quoi. ouais. On propose également des hébergements HDS, hein, donc voilà, on est HDS, vas-y, qu'est-ce que c'est quoi HDS? alors, Haute définition hébergement suspensive. de données de hébergement santé. de données de santé. Donc Ah, oui. on est sur un niveau de sécurité. Une norme Alors, spécifique. ouais, là, je pourrais pas vous en parler dans les détails. Désolé Tony, si tu nous regardes, qui est notre responsable. Non, parce que du vous bossez avec processus des intégré. hôpitaux aussi, ça, donc Ouais. données de santé personnelle, etc., Oui. qui peuvent être hébergés sur des solutions Calnet. Exact. Et Exactement. nos clients pharma, du coup, qui choisissent Et ce aussi. type d'hébergement, Ouais, notamment carrément. pour sécuriser toute la partie Voilà. gestion de données, stockage de données, etc. Donc, Voilà. pour terminer la réponse sur la différence, alors c'est peut-être un point de vue très égoïste, mais nous, c'est beaucoup plus facile d'accéder quand le client est en SaaS, parce qu'on a des accès directs, donc que ce soit pendant le projet Eh ouais. pour actualiser un process, pour actualiser la GED ou autre, et même post-projet, quand il y a besoin d'intervenir, par exemple pour mettre à jour, etc., on est sur des conditions d'accès qui sont facilitées. Donc ça, c'est très égoïste, mais c'est très plaisant quand on travaille sur un client qui est hébergé chez nous. Ouais, oui. bien sûr. Et peut-être une toute dernière chose, c'est aussi quand on est en SaaS, on a vraiment la possibilité d'avoir une infrastructure doublée, ce genre de choses qui est forcément plus compliqué à avoir quand on est en interne, à moins d'être une énorme structure Ouais. avec des Oui, ça peut être plus redondances, sécurisé des finalement. redondances, ça, ce genre enfin, de bon. choses. Ça l'est, ouais. Ouais, Ça peut enfin en être, tout cas, ouais. je pense, ouais. Après, c'est vrai que sur des big pharma, ils sont matures, ils ont tout en Oui. virtualisation, etc. J'ai envie de dire, ils connaissent, Ouais. ils ont sous-traité déjà Ils depuis s'appuient longtemps peut-être d'ailleurs. même déjà sur des sur nos peut-être. sur les mêmes que Mais c'est vrai que sur des PME ou des plus petites entreprises, le niveau de maturité peut être vachement hétérogène et ça peut être intéressant pour elles de C'est passer ça. en SaaS Mhm. et d'avoir du coup un niveau de sécurité hyper intéressant. Bon, l'avenir, c'est un peu le SaaS quand même, Bah, si je vous résume un peu. Ouais, On est quand même, même chez les bigs. Hein. c'est ce Même qu'on chez les constate bigs. Même aussi, chez les ouais. bigs, s'y mettent aussi, alors que C'est les ce premiers à qu'on avoir peur quand même. Tu Être sais, un peu... ils mettent des MES qui sont directs sur la prod des dossiers électroniques en SaaS. Hein. Ils mettent des LIMS en SaaS. Hein. Ouais, donc bon. Ce Mais moi, qui- ça me paraît logique parce que c'est l'évolution logique. Oui. Mais Ce qui ne nous empêche pas derrière d'avoir des authentifications AD, de Mhm. reprendre Bien voilà, le login mot de passe Windows Bien de sûr, ouais, ouais. l'utilisateur. C'est pas parce qu'on est hébergé Non, mais- en SaaS qu'on peut pas faire ça. Donc, Mais c'est ça en fait, c'est que si tu veux, à un moment donné, on a eu quand même beaucoup. Je vais juste faire un petit coup de gueule vite fait. On a eu pas mal de gens qui disent bon ben voilà, en industrie pharma, on se ressent sur notre cœur de métier parce que on va plus gérer les camions logistiques parce qu'on n'est pas camionneur. On va plus gérer le stockage parce qu'on n'est pas stockeur. On va plus gérer la cantine parce qu'on n'est pas restaurateur, etc., etc. Par contre, tu leur dis, alors pourquoi vous gérez encore vos services, enfin vos serveurs informatiques avec des sales serveurs de dingue et tout ça, ouais. sur les trucs très installés localement, pourquoi C'est pourquoi vrai. vous ah mais on a peur. Mm. Et après, je leur dis, bon, non, mais on va vous prouver que vous pouvez ne pas avoir peur, parce que de toute façon, vous pouvez vous faire pirater chez vous aussi. Oui. Enfin, en gros, c'est pas plus sécure d'avoir les données ailleurs, mais tu sais, t'as l'impression de l'avoir chez toi, c'est plus safe. Ouais, c'est Ouais, c'est les billets sous le matelas, quoi. Mais c'est oui, ça. mais c'est un peu ça. Oui, c'est littéralement ça plutôt que dans un coffre-fort de banque. Donc Mais- c'est vraiment mieux dans un coffre-fort Ah, de banque. carrément. Non, je préfère les avoir sous le matelas. Mais non, mais et puis voilà. Est-ce que votre cœur de métier c'est d'être hébergeur de serveurs, de trucs comme ça? Bah non, en fait. Faites Exactement, des ouais. médicaments et laissez faire des gens aussi. Tu vois. Bon voilà, ça me fait rire parce que Ouais. c'était l'espèce de petit truc ça fait encore, bon, ça change, mais on se C'est en train rattache de à ça. changer, Tu vois. ouais. Nous, on C'est le voit pas doudou mal, quoi. c'est- Ouais, c'est ça. On causait un peu sécurité des données
du coup, Tu reprends son audit, lui. d'un coup. Ouais, non, mais moi, T'as raison, on arrête de niaiser là. Oh là. On arrête de niaiser, c'est pour ça. Il est pas mis pour poser du lino. Là. Ouais, j'étais sur la partie sécurité des données, du coup. Je pensais cyber, ISO 27001, ça vous parle? Bah, complètement, oui. Ouais. Ah, ok. En l'occurrence, notre partenaire C'est est certifié là-dessus. D'accord, ok. Non, mais c'est Ouais, non, mais c'est c'est bien. important de plus en plus, surtout Tout à quand fait. on a le contexte aujourd'hui cyber où il y a énormément de vols de données. À fond. Je vous passe Free, etc. Mais pas Ouais, que. Il y a Free, ils aussi ont des mangé, boîtes qui sont vraiment ransomwareisées. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai critère. Et puis, pour reprendre sur le côté livrable, notre service technique est aussi en mesure de livrer tout ce qui est dossier technique, bien sûr, PV d'installation, tout ça, tout ce qui participe à la QI. Donc, on accompagne aussi le client soumis à la VSI là-dessus. Il n'y a pas que le côté fonctionnel, on accompagne aussi sur le côté technique. Ouais, mais là, tu prends déjà de l'avance sur la suite. Ouais, pardon. Ouais, parce que là, J'anticipe, mais vas-y, quelle heure je rappelle, 21h18, ça, 16. je rappelle quand même qu'on est, En avant-vente. voilà, on est un peu en avant-vente. Bon, là, on a clairement mordu sur comment vous gérez. C'est la normal, c'est pas RSE, grave. mais- c'est normal. mais voilà, l'idée là, bon, j'ai mon premier niveau. Ok, vous avez répondu à l'offre. Bon, Banco, on a confiance en vous. Sur le papier, c'est clean. En plus, au niveau budget, vous êtes hyper intéressant, compétitif par rapport aux autres. C'est vrai. Bon, vous avez un point de plus sur la partie qualité. Allez, on vous sélectionne en tant que fournisseur.